Ils sont là, ceux qui vont débattre justement ce matin. Ils sont avec moi pour le débat. À ma gauche, Bertrand Tatinza, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci de m'avoir invité. Bonjour à vos milliards de téléspectateurs. Je suis très content d'être là. Bon début de semaine à vous, Bertrand Tatinza. Bon début de semaine. C'est que là, le week-end a été un peu chargé, mais bon. Oui, mouvementé, on va dire, oui, à cause d'un petit problème de santé d'un de mes enfants. Mais ça va, Tout va pour le mieux. Disons que souhaitons-le. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselin, je salue mes co-panélistes, je salue tous les nombreux téléspectateurs de DBS Matin, particulièrement ceux-là qui nous regardent au travers du continent africain. Mon coup de gueule ce matin, nous allons voyager dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment dans ce que je vais appeler l'absurdité administrative. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Le 13 mai 2020, le ministre de la décentralisation et du développement local, n'est-ce pas, sort un message qui a adressé au préfet. Dans ce message, il indique que CDE doit pouvoir amener les maires d'arrondissement à prendre, n'est-ce pas, des dispositions, notamment une arrêté municipale, pour amener, contraindre les populations à observer, en tout cas à porter de manière obligatoire les masques faciaux, sous réserve, n'est-ce pas, d'une amende qui va être de 500 fixée francs. De 500 et 2000 francs, et qui sera arrêtée par une délibération. 24 heures après, c'est-à-dire le 14 mai, le même ministre revient, cette fois-ci il reporte, n'est-ce pas, la première correspondance, cette fois-ci qui est adressée au maire, et dans cette correspondance, il indique qu'en attendant de nouvelles directives, il demande au maire de surseoir les amendes de 500 et de 2000. Le 14 mai, là, nous sommes à Douala, dans le département du Vori. Le préfet du Vori pond un communiqué. Dans ce communiqué que vous avez d'ailleurs, il indique qu'à partir de ce jour, 18 mai, il y aura une campagne de répression contre les récalcitrants au port du masque facial en tout cas. Alors, sauf qu'il y a deux problèmes dans cette affaire. Il a commencé sa campagne de répression vendredi à travers le marché Sandaga, où il a fermé les boutiques des commerçants. D'autres, il les a envoyés payer cette amende-là à la mairie de Douala, premier, sur 15 balles juridiques pour l'interrogation. Ça, c'est le premier point. Le second point, eh bien, comment va-t-il faire pour faire respecter la distanciation sociale dans les marchés notamment Nubel, le marché des femmes ou à Nkololoun? Comment va-t-il faire pour demander aux commerçants de ces marchés de pouvoir laver les mains alors que les points d'adduction d'eau n'existent pas? La question qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir, est-ce qu'on gère une crise à travers les communiqués, à travers les arrêtés? C'est une bonne interrogation. Merci en tout cas Albert Anatola ici pour votre coup de gueule ce matin. On espère tout simplement qu'ils ont entendu les autorités. À ma droite, André Bandakani, bonjour et bienvenue à vous, Président. Bonjour Jocelyn, bonjour. Je voudrais saluer cette plateforme Oui. que j'ai commencé à appeler un festin intellectuel de haut niveau, parce que vous me donnez l'occasion de partager mes matinées avec des gens exceptionnels. Donc, ça, c'est un homme exceptionnel, Dr Yann Timba, c'est pas pour le flatter. Mon ami Anatola, ici, on se connaît depuis, lui aussi c'est quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, regardez ses coups de gueule. Ses coups de gueule sont exceptionnels. Et maintenant... Bertrand Tatinza, votre compère. Mon frère, mon compagnon. Et puis il a une bonne nouvelle qu'il ne veut pas dire aux gens, c'est qu'il est père d'un joli bébé. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Il ne peut pas dire ça. Félicitations. Qu'il m'excuse, je le dis. Merci. Je le trahis à mon dos. Non, vraiment, il est père d'un beau bébé. Il va bien, il y a des petits bobos, mais le bébé va bien. Et moi, je suis très content. Nous sommes tous contents finalement. Et voilà. Bon, la semaine commence bien. Voilà. Et toi, tu es un vieux ami. Tu es un vieux ami. Donc, c'est un plateau convivial. Ouais. Mais sur le sceau de la rigueur intellectuelle et scientifique. Et ça fait honneur à votre télévision, ça fait honneur à l'Afrique, ça fait honneur à l'humanité. Tout simplement. Merci beaucoup, Président Bandakani, pour tous ces hommages et surtout, c'est le festin intellectuel, comme vous l'avez compris, Bandakani, ce matin. Et bien sûr, le docteur Yam Tibel, ce matin également. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Goss, et merci de m'avoir invité. Et félicitations au père. Merci. Au nouveau repère. Au nouveau, oui, repère. Enfin, il est papa plusieurs fois, mais félicitations. Bien sûr, le sujet qui nous félicitations à intéresse. notre femme.
Oui. À notre femme, surtout. Félicitations. Elle t'appelle Françoise. Françoise, Bravo Françoise. Félicitations. Bravo Françoise, félicitations. Félicitations à elle qui a eu un bébé ce week-end. Messieurs, le sujet qui nous intéresse ce matin concerne le Covid organique de Madagascar. Il y a des erreurs dans les résultats des tests menés par l'Institut Pasteur de Madagascar. C'est ce qu'indique en tout cas le communiqué du gouvernement malgache transmis le mercredi 13 mai dernier, par le 13 mai d'Anatole Aïzi, au soir, après que le Premier ministre ait reçu le rapport de l'enquête interne menée par l'Institut Pasteur à la demande des autorités malgaches. 56 tests ont pu être menés à bien. Il en ressort que seulement 5 personnes sont effectivement atteintes de coronavirus du côté de Madagascar. Les autorités malgaches avaient annoncé 35 cas positifs au Covid-19. L'OMS avait déclaré plutôt 67. Ces chiffres ont semé la confusion du côté de Madagascar depuis le 13 mai dernier. Eh bien, il faut le préciser, doutant des résultats, les autorités malgaches ont demandé à l'Institut Pasteur de Madagascar de rendre, il faut le dire, ses comptes. L'Institut a annoncé donc 67 cas positifs au départ. Le 8 mai, il faut le dire, tous ces événements se déroulent le 8 mai dernier. Les comptes tests ont été effectués sur les 67 personnes que l'Institut Pasteur et l'OMS avaient déclaré être justement atteints du Covid-19. Eh bien, concernés par un autre laboratoire. Il en ressort finalement que 5 personnes seulement ont été testées positives au coronavirus. L'OMS faiseur de chiffres pour discréditer la tisane malgache, c'est la grande interrogation, messieurs, ce matin. Puisqu'on passe de l'Institut Pasteur qui appartient justement à la France, et bien sûr à l'OMS qui ont déclaré haut et fort que du côté de Madagascar, il y avait plutôt 67 cas positifs au Covid-19. Malheureusement, un autre laboratoire va déclarer sur les 67 personnes testées positives par l'OMS qu'il n'y a que 5 personnes parmi les 67 personnes qui étaient testées positives au coronavirus. André Banakandi, votre réaction? J'ai une réaction de... J'ai beaucoup de recul sur cette question de Madagascar. Beaucoup de recul. Nous avons fait des plateaux où, comme tous les Africains, nous avons été très... Je suis parmi ceux qui ont soutenu officiellement, ouvertement, Madagascar au lancement de ce produit. Oui. Et rapidement, j'ai pris mes distances. Et ça m'a valu beaucoup d'incompréhension. Et ce que nous vivons là me conforte dans ma posture. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a du flou. Il y a du flou. Entre les postures du gouvernement, du président malgache et son gouvernement, les postures, l'OMS, mes positions sont connues dessus. J'ai été l'un des premiers à déclarer la guerre à l'OMS, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'Institut Pasteur, et tout ça, il y a de flou. Pourquoi est-ce qu'il y a de flou? L'Institut Pasteur règne en maîtresse scientifique dans tous les pays du précaré français. Et tout le monde sait à quoi sert cet institut. C'est vrai au Cameroun, c'est vrai partout, dans tout le précaré français. C'est un institut qui fait la science, qui conduit ce qu'on appelle la science coloniale. C'est-à-dire la science médicale coloniale. Et son monopole, n'est-ce pas, sur les questions liées à des virus, tout ce que vous voulez, se passe de commentaires. Ce qu'on voit là, ce n'est que, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent cet institut, de par son histoire, ça ne s'y prend personne. L'Institut Pasteur est comme tous les instituts médicaux occidentaux. Ce sont des instituts qui ploient sur le prisme du capitalisme. Ça veut dire que la priorité fondamentale, ce n'est pas la santé. C'est pas la santé. Deuxièmement, le génie scientifique est déployé dans ces structures, n'est-ce pas? Au-delà de ce qu'on peut appeler les compétences techniques, tout ce génie-là est orienté vers des dynamiques de guerre bactériologique. Ça a commencé depuis. Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire, il s'agit de maîtriser les maladies, pas dans le sens de les traiter, mais d'enrichir les laboratoires, de donner à l'État français la capacité d'être ce qu'on appelle, d'être dans le carré restreint des puissances médicales, c'est-à-dire des puissances qui peuvent mener des guerres bactériologiques. Et nous sommes en plein coronavirus, on comprend ce que ça veut dire. C'est ça l'Institut Pasteur. Maintenant, quand dans un pays, il y a l'Institut Pasteur, généralement, cet institut, comment on dit ça? C'est-à-dire, se confond à la politique de l'État en question en matière de prévention des pandémies. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il faut faire attention
au niveau des postures du gouvernement malgache. Oui. Parce qu'en fait, ils sont très liés à l'Institut Pasteur. Je dis très liés. C'est l'Institut Pasteur, je vous dis, qu'il fait la politique médicale en la matière à Madagascar, comme dans tous les pays africains, en commençant par le Cameroun aussi. Donc vous comprenez qu'on est dans un jeu qui n'est pas clair. Que ce soit l'OMS, que ce soit l'Institut Pasteur, que ce soit le gouvernement, on est dans un jeu qui n'est pas clair. Vous comprenez? D'ailleurs, cette polémique sur le nombre réel de cas positifs, on peut faire tous les commentaires, ça indique une chose. Nous avons salué la démarche du président malgache. Parce que dans la médecine d'urgence, quand vous êtes dans une situation de pandémie, entre guillemets, parce que moi, mes positions sont claires, je ne dis jamais qu'il y a une pandémie dans le monde. Ce sont des histoires racontées aux enfants. Mais je dis toujours pandémie, entre guillemets. Donc, quand on dit pandémie, le niveau de test réel indique qu'une chose. Vous ne pouvez pas, à partir de ces tests-là, ce niveau de cas positif, dire que votre produit est curatif. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez faire de la prévention. Et c'est en cela que j'étais très enthousiasmé. Ça. Vous ne pouvez pas passer de la prévention, vous entrez dans le curatif, et vous commencez à travailler même sur des injections. Vous voyez qu'il y a un problème, cette affaire. Et moi, je pense que je préfère rester dans ma posture de vigilance parce qu'on n'en a pas fini avec cette question à Madagascar. Ce n'est pas fini. Nous avons beaucoup d'informations, mais pour l'instant, nous préférons être extrêmement vigilants et laisser que les faits se déroulent et que les Africains sortent de là avec de la maturité. Pour dire quoi, à la fin? Vraiment, il faut que les gens... L'humilité n'empêche pas de dire ce qu'on a fait. Quand on parle de panafricanisme, nous avons fait nos preuves. Mais il ne faut pas réduire le combat panafricaniste à des postures, à des escroqueries. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans une situation comme celle-ci, tout le monde ne peut pas se lever et dire « j'ai le remède qui soigne le Covid ». Et les gens acceptent ça. Ça peut pas marcher comme ça. Au nom de ce que non vraiment... D'ailleurs, on rabaisse, n'est-ce pas, les traditions médicales africaines. L'Afrique a toujours fait une médecine scientifique. C'est quoi une médecine scientifique? C'est une médecine qui peut justifier ses protocoles simplement. C'est-à-dire que vous dites que voilà, voici un produit que j'ai élaboré, n'est-ce pas? Voici la procédure par laquelle je suis arrivé à ce produit, voici comment ça fonctionne, voici les doses à prendre, n'est-ce pas? Et voici la démarche pour que, n'est-ce pas, ça devienne public. Les Africains ont toujours fait ça. Mais vous ne pouvez pas mettre sur pied un produit, vous ne pouvez pas dire que vous avez un protocole sur un produit. Quand on vous demande quelle est la procédure, comment vous avez fait, silence. Vous commencez à intimider les gens, à faire croire que vous remplacez un protocole médical par les discours panafricanistes, pas des meetings qui disent par leur nom. Non, on est dans un domaine sérieux. On est dans un domaine sérieux. Les Africains ont la capacité, et j'ai la conviction que les Africains vont trouver des médicaments pour régler cette affaire. Mais les exigences scientifiques sont universelles. Moi, quand ma maman me soignait, quand j'étais petit, quand j'avais du paludisme, ma mère me donnait une potion. Quand elle ne pouvait pas le faire, elle chauffait cette potion que nous connaissons tous dans la marmite, elle me mettait le drap dessus, et j'étais guéri. Mais après, elle me disait, mon fils, quand je ne serai pas là, voici comment ça se fait. Aujourd'hui, je sais le faire. Elle m'a appris. C'est ça la science. On est là dans la science. Elle me dit, voici, donc moi aussi, je peux transmettre à quelqu'un d'autre. Oui. C'est tout ce que nous demandons. Mais il ne faut pas que le charlatanisme remplace, n'est-ce pas, le sérieux qu'impose une situation comme celle-ci. Donc, ce cas, moi je dis, ce n'est pas encore fini à Madagascar. Tous ceux qui se sont amusés à jouer au charlatan, je pense qu'ils n'ont qu'à bien se tenir. Docteur Yamtimba, votre réaction, justement, c'est également une chose simple. Il y a une guerre qui s'annonce justement entre Madagascar, l'OMS et sans oublier d'autres instituts, comme l'Institut Pasteur. Je crois que nous avons tendance à donner beaucoup trop d'importance aux gens et aux institutions qui n'en méritent pas autant. Et je crois également que il faut réaffirmer en ce moment que la pandémie actuelle est une opportunité de revoir totalement l'organisation de l'Afrique, la place de nos États et surtout les liens de partenariat que nous avons avec certains instituts. De mon point de vue, je crois que ce qui se passe avec l'Institut Pasteur à Madagascar est tout simplement criminel. Vous ne pouvez pas déclarer 13 fois plus de personnes atteintes de Covid-19 et après venir dire oui, en réalité, il y a eu des erreurs. Combien d'erreurs y a-t-il eu dans toute l'Afrique? C'est toujours la recherche des 190 000 ou 300 000 morts.
Est-ce que, comme ça ne marche pas, ça ne semble pas tout à fait aller dans le sens de vos attentes que vous criez tous les jours sur vos propres radios, en disant il y aura des morts dans les rues. Une en hécatombe, Afrique, justement. hécatombe. Comme ça ne marche pas, alors vous criez ces morts-là. On les a créés avec le sida. Vous savez que le protocole de Bangui qui détermine les tests utilisés en Afrique, quand vous êtes déclaré positif en Afrique, si vous allez en Australie ou en Angleterre, vous n'êtes pas positif. Hein. C'est-à-dire que vous avez le même test, mais des interprétations différentes. En Afrique, vous avez 2 barres sur le test, vous êtes positif. En Angleterre, vous avez 4 barres, vous n'êtes pas positif. Donc, c'est comme ça que le monde marche. Je crois que la guerre qui est déclarée à Madagascar est une guerre qui va prendre différentes formes. Et les Malgaches doivent être prêts, les Africains doivent être prêts. Je suis d'accord avec Bandakani, on ne remplace pas la science par des incantations. De toute façon, ce n'est pas africain, on ne fonctionne pas comme ça chez nous. Non, vous comprenez. Chez nous, on dit les choses telles qu'elles doivent être et on les démontre. Si vous ne savez pas démontrer ce que vous faites, vous n'êtes pas crédible. Il y a d'ailleurs un proverbe de chez nous qui dit que si vous présentez un champignon à quelqu'un, il vous demande où est-ce que vous l'avez pris. Si vous n'êtes pas capable de dire exactement où vous l'avez pris, c'est que vous l'avez pris sur un tas de merde. Ça semble très simple, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ça veut dire que vous devez être capable de démontrer tout ce que vous dites. C'est ça le sens de ce proverbe-là. Si vous n'êtes pas capable de le démontrer, alors on n'a pas à vous croire. On n'a pas à donner du crédit à ce que vous faites. Moi, je pense que les instituts Pasteur installés en Afrique devraient être mis sous audit. On devrait tous les auditer et on devrait tous les suspendre. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle c'est les instituts Pasteur qui font les tests en Afrique alors que la pandémie ne s'est pas déclarée en France. Je crois qu'on devrait faire un peu plus confiance à ceux qui ont traité, qui ont géré le Covid-19 et qui ont pu, à ce jour, contenir la propagation du Covid-19 chez eux. J'ai entendu, un peu avant que nous arrivions sur ce plateau, certains de vos invités qui disaient que les gens craignent les tests venant de Chine, les masques venant de Chine, mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut que les gens arrêtent d'être manipulés. Ils sont manipulés par, évidemment, tous ces médias occidentaux qui leur disent du matin au soir, du soir au matin, que tout ce qui vient de Chine est mauvais, mais la Chine est aujourd'hui la première économie du monde. Alors, vous êtes là, vous dites, non, on ne veut pas la première, on ne veut pas tout ce qui vient de la première économie du monde, on veut ce qui vient d'Europe. Vous voulez ce qui vient d'Europe alors que ces gars ne sont même pas capables de fabriquer les masques eux-mêmes. Vous voulez quoi? Donc, il y a des erreurs dans tous les produits industriels. Maintenant, il reste que nous devons, en Afrique, savoir d'abord ce que c'est que ces tests. Oui, allons-y. En matière de ce qu'on appelle, c'est-à-dire, quand vous prenez tous ces tests-là, ils sont généralement, c'est des tests très généraux qui se basent sur une réaction sur une réaction du virus, parce que le virus en lui-même, il n'est pas quelque chose qu'on va commencer à tester, vous avez des résultats tout de suite, mais il se base sur une réaction de votre corps lorsque vous êtes mis en présence de ce virus. Donc, je crois que nous devons pouvoir recourir à d'autres types de laboratoires, d'autres produits. Il n'est pas question... Ce qui se passe à Madagascar m'amène à croire que les 3000 cas du Cameroun ne sont pas vrais. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et qu'il est possible qu'on ait 13 fois moins de cas. Donc, si on a 13 fois moins de cas, ça peut exprimer la nervosité de certains milieux qui bénéficient de la manne du Covid-19. Mais ça peut aussi expliquer cette espèce d'assurance qu'affichent certains de nos médecins sur les plateaux de télévision, dans la vie de tous les jours, en disant « Oh, je suis tombé ». Ça peut expliquer ça. On a ces deux attitudes-là, certains qui sont frileux, qui en font vraiment beaucoup. Et surtout que ces derniers temps-ci, quand vous êtes mort de Covid-19. Oui, et ça... Il y a également ce côté qui arrive. Et il y a ce problème très sérieux. Je ne suis pas médecin. Oui. Mais ce que les médecins me disent, c'est qu'on ne peut déterminer la cause de la mort de quelqu'un qu'après autopsie. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas médecin. C'est ce qu'ils disent. C'est ça. Que pour qu'on dise que vous êtes mort de telle chose, il faut qu'il y ait une autopsie qui soit pratiquée. Bon, alors, je ne comprends pas pourquoi les gens, dès qu'ils meurent, on dit qu'il est mort de Covid-19. Vous pouvez avoir contracté le Covid-19
mais mourir d'autre chose, pas nécessairement du Covid-19. Parce que si vous contractez le Covid-19 et que vous avez des problèmes cardiaques, ça va en réalité intensifier, accélérer les problèmes cardiaques que vous avez. Et vous ne mourrez donc pas de Covid-19, vous mourrez de vos problèmes cardiaques. Alors, donc, comment est-ce que les gens déterminent au quotidien que les gens sont morts de Covid-19 alors que les autopsies ne sont pas pratiquées? Je crois qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire, beaucoup de zones d'ombre. Et j'insiste, je suis d'accord avec Bandakani que on ne peut pas être cette floraison de médicaments qui apparaissent alors qu'on connaît très mal le fonctionnement même de ce virus, fait quand même problème. Je peux pas me départir d'une certaine rigueur scientifique. Tout le monde sait aujourd'hui que la grande majorité des décès qu'il y a eu en Italie, par exemple, et dans tous les pays d'ailleurs, dans tous les pays au début du Covid-19, étaient liés à une erreur de diagnostic. Tout le monde le sait maintenant. Et pourquoi? Parce qu'on a longtemps cru à une pneumonie, mais c'est une thrombose pulmonaire, c'est pas une pneumonie. Donc aujourd'hui, on sait qu'on s'était trompé de diagnostic. Donc il y a eu des dizaines de milliers de morts à qui on mettait sous respirateur. Non, si quelqu'un fait une thrombose pulmonaire, c'est lié au sang. C'est lié en réalité à comment son cœur pompe le sang. Vous pouvez le ventiler avec tout l'oxygène de la planète et il va mourir. C'est ça le fait. Parce qu'on a constaté en fait que 98% des gens, pratiquement tous d'ailleurs, mouraient alors qu'ils étaient sous ventilation. Donc aujourd'hui, je ne sais pas sur la base de quoi tout ça est arrivé, tous ces médicaments ont été faits, mais ce qui se passe en période de crise, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'observation. C'est la meilleure méthode de test, l'observation. Est-ce que les gens sont quand même guéris? On observe que les gens sont guéris quand ils sont porteurs de Covid-19 en prenant ces médicaments qui sont proposés. Si c'est le cas, eh bien, ça veut dire qu'ils sont efficaces. Comment sont-ils efficaces? Doit être la prochaine question pour déterminer de façon scientifique comment est-ce que ce médicament agit, quels sont ses effets secondaires possibles, quels sont les bénéfices induits, parce que ça peut soigner le Covid-19 et d'autres choses, et également comment on peut le rendre plus efficace, qu'il soit un peu plus sélectif pour aller directement toucher le Covid-19. Je dirais un mot pour chuter, si vous me permettez, sur Madagascar, sur son Covid Organics. Madagascar précise que le Covid Organics est préventif et curatif. Il n'y a pas que 5 cas à Madagascar, il y en a plus. Là, c'était juste un moment où il y a eu des cas dans une journée. Il y a aujourd'hui, je crois, environ 280 cas. Alors, on peut effectivement arriver à quelque chose de préventif, mais même si on n'a pas beaucoup de cas. Parce qu'on se base sur des études antérieures. Madagascar arrive sur le Covid-19, sur le Covid Organics, parce qu'il est établi que l'artémisia aurait des propriétés de réduction de la charge virale. Ça, c'est ça que le docteur Mouyangi, c'est ça que la Chine avait été établi dès février, le 21 février. Et le Covid Organics est constitué, d'après les informations que je peux avoir, environ à 60% de l'artémisia. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a au moins l'assurance d'une réduction de la charge virale. Mais qu'est-ce qu'on appelle santé? Qu'est-ce qu'on appelle soigner en réalité? Soigner, ça veut dire ramener la charge virale ou bactérienne à un niveau supportable pour qu'il ne bloque plus le fonctionnement de l'organisme. C'est ce que ça veut dire. J'ai vu des gens pousser des cris d'orfraie, de dire, mais il y a eu, parce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé de Covid-19 apparemment à Madagascar hier ou avant-hier. Et donc, le premier décès, ça veut dire que ce médicament n'est pas efficace. Soyons sérieux. Les gens décèdent de crise cardiaque, les gens décèdent de cancer, de paludisme, de tellement de maladies, mais il y a des médicaments depuis toujours qui existent. Est-ce que dès qu'on est décédé d'un mal, ça veut dire que tous les médicaments qui sont censés soigner ou prévenir ce mal-là ne sont pas efficaces? Ça ne veut rien dire. On peut mourir de Covid-19 ayant contracté le Covid-19, mais simplement parce qu'on avait peut-être une nécrose des poumons. On avait un autre problème. Donc, je pense que nous devons, dans le cadre d'une crise, être beaucoup plus rigoureux que ça. Vous décidez qu'il y a 13 fois plus de cas qu'il n'y en ait, on vous met sous audit et on vous suspend. Vous décidez de mettre un médicament sur proposer quelque chose, nous devons d'abord observer tout cela, mais en plus nous devons vous mettre
tous ces médicaments qui ont passé les premiers tests microbiologiques, tests microphysiques, des choses comme ça, les mettre sous un protocole scientifique sérieux qui va permettre que nous soyons sérieux. L'Afrique doit sortir grande et surtout respectée de cette crise. Bertrand Tatina, jusqu'à preuve de compte, vous avez écouté les uns les autres le président Badakani qui pour lui a encore quelques doutes encore sur le médicament de Madagascar. Le docteur Yamtimba qui nous fait savoir que jusqu'à preuve de contraire, il faut un protocole sérieux. On sait également que le président malgache nous a fait savoir que pour l'instant, il cache son protocole. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Une minute. Oui, allez-y. Vous savez que la question de Madagascar est très sensible et permet à tout et n'importe quoi. Nos sorties publiques, il y a des archives. Dès que le président malgache lance le Covid organ, nous sommes les premiers à le soutenir. Il y a des archives publiques. Oh oui. J'ai fait une sortie de Facebook pour le soutenir. Je ne parle pas de ça, je dis, dès qu'on a commencé à nous dire que c'est désormais curatif, que ça va devenir même un vaccin, oui. C'est alors que je me suis levé. Nous sommes levés pour ça. On dit que non, il faut faire attention. Passant même outre les réserves des instituts scientifiques d'État de ce pays, qui ont dit que monsieur le président, on t'aime bien, mais on ne te suivra pas là où tu parles. Tu vas déjà trop loin. D'accord. Donc quand vous dites que le président Malakani a des doutes sur ce médicament, c'est pas bien dit. Il faut bien préciser. Ok. Et tout à l'heure, je reviendrai pour apporter des éléments précis pour bien expliquer. Je vais prendre la réaction de Bertrand Tatina justement sur cette question. Moi, j'ai d'abord un problème, c'est que Madagascar, c'est un pays à la limite qui n'a jamais eu d'indépendance. Comme tous les pays du précaré français. C'est-à-dire que, au-delà d'être un pays du précaré français, c'est-à-dire, c'est la France qui fait la vie à Madagascar. Au point de dire à Madagascar qu'il faut cultiver de la vanille, par exemple, pour quelques intérêts financiers français. Voilà le contexte politique de Madagascar. Tous les candidats à une élection et qui aspirent à être président à Madagascar doivent faire allégeance à des groupes d'intérêts français. Vous voulez être président à tous ceux qui sont présidents à Madagascar sont des hommes d'affaires. C'est le seul pays où pour être chef d'État, il faut avoir été un commerçant prospère. Et qui dit commerçant prospère, c'est Paris qui décide dans quel secteur d'activité tu dois être prospère. Et dans quel secteur d'activité tu ne dois pas t'y intéresser. Première des choses pour Madagascar, pour expliquer déjà le contexte politique et comment comment cela se passe dans le pays. Première question à partir de là. Est-ce que même ces syntaxes-là, dont on dit syntaxe, est-ce qu'il n'y a pas, des forces à Madagascar qui auraient intérêt à ce que, entre guillemets, il y ait des morts? Première des choses. Deuxième des choses, qui produit les tests? Qui a intérêt à ce qu'il y ait énormément de morts en Afrique? Et on se rend donc compte que ce n'est pas seulement les Africains pauvres qui sont otages de cette affaire, c'est même les peuples européens pauvres, même les peuples américains pauvres. Pourquoi? Parce que j'ai vu en quelque sorte, et j'ai lu dans un journal anglais, que la politique européenne en fait, se sont désintéressés de ce qu'on va appeler le b.a.-ba de la santé. Et l'État s'est désengagé dans un certain nombre de secteurs. Ça fait donc que, en France, vous avez eu des médecins qui ont alerté l'État et dit que nous, en France ici, nous sommes déjà, nous n'avons plus de souveraineté sanitaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de capacité à faire face à certaines pandémies, parce que certains réactifs qui sont produits par certaines entreprises, ces entreprises ont délocalisé. Elles sont allées en Chine. Elles sont allées où le coût de production revient relativement moins cher. Ça fait donc que si nous devons réagir face à certaines pandémies, on sera obligé de faire appel au savoir-faire de ces entreprises-là qui ne se trouvent plus en France. Alerté, l'État français a relativement fermé les yeux. C'est quoi l'OMS? L'OMS gagne de l'argent. L'OMS, en fait, c'est c'est pas différent de l'ONU, l'OMS. C'est des histoires qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte, pour mettre le monde sous tutelle, dépendamment des secteurs d'activité. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la paix, on crée un club où il y a 5 membres du comité exécutif qui, sur le plan diplomatique, sont les patrons du monde.
OMS, on crée une organisation où on ne sait pas trop en quel qui a donné la certification à l'OMS, où vous avez des parrains qui sont sur le plan financier et quelque sorte qui mettent le monde en quelque sorte sous ajustement sur le plan sanitaire. La FAO qui décide de qui enquête est affamé et qui mange très bien. L'UNICEF, et vous allez constater que ces différentes organisations-là s'entendent très bien et personne ne s'élève contre le brigandage de l'OMS. La FAO ne s'est jamais levée et dit à l'OMS que mais tes pratiques là-bas, ça ne va pas. L'UNICEF n'a jamais ouvert la bouche et un certain nombre de programmes même sont en fait, comment je vais dire, que pilotés par tous ces gens à la fois. Donc, en quelque sorte, pour dire tout simplement que l'OMS, en quelque sorte, est là pour gagner de l'argent. L'OMS n'est pas différent du Fonds monétaire international. Et dans ce qui s'y passe, l'OMS revient à la charge ce week-end en expliquant que le pire est devant nous en Afrique. L'OMS revient à la charge. Si l'OMS revient à la charge, ça veut dire que les personnes qui conçoivent les tests sont en parfaite intelligence avec l'OMS. Ça veut dire que même le test doit convaincre l'Africain qu'il a, comment je vais dire, le Covid. Donc, il faudrait véritablement qu'en Afrique, l'OMS demande à ce que les Africains soient testés massivement et que ces résultats des tests-là démontrent que vous avez énormément de cas en Afrique. Et là, évidemment, tous ceux effectivement qui vont décéder en fait d'une crise cardiaque, et bien pour l'OMS, ça sera un décès du Covid-19. Ça sera un décès du Covid. Je vais plus loin. Le Fonds monétaire international a intérêt à la mort. Parce que le Fonds humain international ne s'insurge pas contre ça. Et vous avez constaté que, immédiatement, quand l'OMS va effrayer nos chefs d'État, chacun, pour ne pas avoir la responsabilité de n'avoir rien fait, va courir au Fonds monétaire international pour aller chercher de l'argent en quelque sorte et venir faire ce qu'on appelle un plan de riposte. Donc, cette histoire-là, c'est tout simplement un brigandage savamment organisé entre l'OMS qui explique que, eh bien, moi, je vais lancer et je vais effrayer ces gens et vous allez les accueillir dans vos guichets. Ça fait donc que tous sont partis au Fonds monétaire international qui va relativement donner de l'argent. En ce qui concerne le Covid organique, moi, j'ai presque envie d'avoir la réaction du ministre de l'Intérieur du Cameroun sur tous ces médicaments. Il a expliqué que lui, il va croire à un médicament quand le concepteur d'un médicament va venir sur un plateau de télévision, va ouvrir ses narines, on va l'infecter du Covid et on va lui dire, bois ton médicament, sonne-toi. C'est-à-dire que moi, quand je le dis, je veux prendre, j'ai fait un plateau avec Banda, il faut le dire, le président Banda. Nous avons expliqué véritablement que un médicament qui est préventif, curatif et qui mute en devenant en quelque sorte une injection pour assurer une immunité, nous gêne. Voilà le terme qu'on a employé. Nous gêne énormément. Donc moi, j'ai presque envie d'avoir la posture de notre ministre de l'Intérieur et dit que je n'en veux à aucun concepteur de médicaments. Je ne suis pas médecin. Je n'ai même pas qualité pour juger la qualité d'un médicament. Mais moi, en arithmétique, 1 plus 1 égale 2 uniquement en base 10. Quand tu es en base 2, c'est-à-dire en base binaire, tu le dis, c'est une idiotie. C'est une idiotie. Donc, il faut définir le référentiel et la base dans laquelle tu travailles. Donc, tu vois donc une vérité qui est irréfutable dans ce référentiel-ci devient c'est-à-dire qu'un sacrilège. Quand quelqu'un te dit que moi, dans mon référentiel-ci, ça n'a plus relativement de valeur. Donc, tous ces médicaments-là sont bien beaux, y compris le médicament d'un prélat camerounais. Est-ce que ce prélat est prêt à se faire véritablement injecter du virus et se faire contaminer par le virus et devant les Camerounais boire son médicament et expliquer, peuple camerounais, voilà véritablement comment je me suis soigné de ça. Quand vous dites ça, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Mais quand vous faites la politique, il faut être quelqu'un de courageux. Il faut être quelqu'un de courageux. Vous avez des gens qui, véritablement, ont eu raison en 1968 et qu'on a découvert qu'ils avaient raison 50 ans plus tard. Donc, voilà ma posture dans cette histoire-là. En fait, l'Institut Pasteur même fait la pluie et le beau temps ici au Cameroun. Vous savez que vous avez des hôpitaux au Cameroun et on a intimidé un certain nombre de structures sanitaires au Cameroun et dire que si vos examens ne sont pas faits à l'Institut Pasteur, vos examens ne valent rien du tout. Ça fait que vous pouvez relativement aller dans un autre institut, en fait, qui vous détecte une maladie ou bien vous
vous renseigne sur l'état de votre santé, Oui. eh bien, un certain nombre, en quelque sorte, d'officines vous expliquent que non. Moi, pour véritablement certifier cette histoire et aller à l'Institut Pasteur, et qui gère la fourchette des prix de l'Institut Pasteur, vous pouvez y aller à un cabinet d'analyse A, ou relativement à X prix, vous avez obtenu vos examens, vous allez à l'Institut Pasteur, c'est X multiplié par 100. Relativement. Qui véritablement légifère pour encadrer et donne une fourchette de prix à l'Institut Pasteur? L'Institut Pasteur, relativement, est-ce que l'Institut Pasteur est sous la coupe de la tutelle qui devait être quand même le ministère de la Santé de nos pays? Ou bien l'Institut Pasteur, c'est entre guillemets une structure relativement indépendante au sein de nos pays qui peuvent... Je ne suis pas là pour condamner l'Institut Pasteur et expliquer qu'ils n'ont pas de bons médecins, mais je veux tout simplement dire que c'est exactement la même façon de faire que Air France qui déclare que la semaine prochaine, je reprends mes vols en direction de l'Afrique, sans avoir consulté les chefs d'État africains qui sont quand même propriétaires de l'espace aérien de l'Afrique. Au point où même M. Macky Sall, qui est trop ami de la France, explique à la France qu'il sera difficile que vous repreniez les vols au Sénégal sans que je ne vous donne une autorisation. C'est la même chose avec l'Institut Pasteur. Donc, vous voyez donc qu'on revient véritablement dans ce que nous avons dit ici, à une véritable guerre de souveraineté. Et j'ai relativement aimé l'interview du président malgache face à RFI. D'ailleurs, j'ai eu une discussion en privé avec le président Banda qui me disait, Monsieur Tatinda, un chef de l'État, ça ne défend pas un médicament. Mais il n'y a pas de scientifique à Madagascar. Un chef de l'État, ça fixe le cap, ça donne une réaction, ça fait une déclaration solennelle, et les scientifiques, comme disait Monsieur Timba, montent au créneau, prennent le Covid organique, ne donne pas la recette parce qu'on sait qu'il y a de gros intérêts là-dessus, mais explique de façon irréfutable. Ce n'est pas parce que l'artémisia soigne le palu qu'il suffit que mon enfant ait l'artémisia, je vais prendre les feuilles d'artémisia, je me mets à manger les feuilles d'artémisia et je n'aurai plus de palu, je ne vais pas en mourir. Et le démontre, c'est-à-dire que l'Institut de la recherche médicale de malgache, les scientifiques malgaches montent au créneau et convainquent. Parce que véritablement, la démonstration, la science est universelle, convainc la terre entière que cette histoire est relativement efficace. Ça marche. Et je peux vous dire que les commandes ne seront pas seulement africaines, les commandes seront même aussi européennes. Parce que le patient aux États-Unis, en Australie et en Chine, et je ne sais pas au Bangladesh qui veut se soigner, à partir du moment qu'il est démontré de façon irréfutable que le médicament est efficace, il le commande pour sa vie. Il s'en fout de M. Macron. Il le commande pour sa vie à lui. Donc, il peut avoir des commandes individuelles. À partir d'un smartphone, on commande n'importe quoi, n'importe où. Donc, vous voyez donc que c'est ça véritablement mon problème, où ceux qui conçoivent même déjà les tests, et on se demande pourquoi l'Afrique ne met pas un certain nombre de moyens financiers pour pouvoir avoir ces tests. Justement, c'est la grande Donc, interrogation. quand vous partez chercher les tests des autres, c'est un programme. Eh bien, il programme pour que, effectivement, si vous avez 38 degrés, vous soyez déclaré positif. Et à partir du moment où vous Parfois, avez les tests des qui sont cas d'ailleurs souvent énormes positifs, de au personnes Covid-19. testées positives, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale vous expliquent que vous aurez les moyens comment pour soigner ces gens. Venez chercher ce qu'on appelle des prêts d'argent pour des plans de riposte. Et vous vous retrouvez avec les 400, les 500, les 600 milliards. Donc, jusqu'aujourd'hui, autre chose. Personne ne connaît les conditionnalités de remboursement. Ça sera un autre débat. C'est un Ça, autre notre débat, même quand on sait pertinemment que jusqu'à preuve le contraire, on sait qu'il y aura un manque à gagner pour le Cameroun, 800 milliards, hein, comme vous l'avez d'ailleurs prédit ici. Et nous avons il y a eu, quelques... pour l'instant, 600 milliards. Le chef de l'État s'est battu, il a 600 milliards. Il en reste 200 milliards. Qui sont encore là, on ne sait pas ce qui va se passer. Albert Anatola, ici on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une guerre des chiffres entre l'OMS, entre les pays africains, sans oublier bien sûr on parle de Madagascar également. On va également revenir sur le cas de la Tanzanie où de ce côté-là le chef de l'État a pris des tests qui lui venaient justement de l'Europe et lorsqu'il a testé même les bananes étaient positives au Covid-19. Disons que le problème, la thématique de ce matin pose trois problématiques. La première problématique a été relativement évoquée par le président Bandakani. Il s'agit de la souveraineté médicale. Oui, souveraineté médicale. C'est-à-dire que nous avons confié notre santé aux étrangers, tout comme nous avons confié notre sécurité à la France. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous confiez votre santé à un institut, à un laboratoire hexagonal, ça veut dire que vous avez confié votre sécurité médicale à des étrangers. Un laboratoire qui charrie beaucoup d'intérêts, comme les autres panélistes l'ont évoqué,
sur ce plateau. Donc je pense que là, il va falloir régler cette question parce que je ne comprends pas que sur le continent africain, notamment dans le précaré français, Oui. on ne peut pas disposer d'un laboratoire de référence pour faire des analyses nécessaires lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, tout à l'heure, nous avons évoqué la problématique des tests. Il faut dire que les tests qui sont fabriqués en Chine ou peut-être en Corée du Nord ou du Sud, ça respecte le protocole de traitement de la Corée du Sud. Et quand ça arrive ici, il doit y avoir un comité scientifique qui doit pouvoir justement tester de la fiabilité et de la sensibilité de ces tests. De fonctionner. Ça veut dire qu'il s'agit, on ne doit pas les utiliser comme cela. Non, d'abord par rapport à la sécurité même, la sécurité sanitaire. C'est-à-dire quand ces tests arrivent, il y a un comité scientifique qui doit également faire une expertise pour voir si ça respecte les normes en la matière, notamment en termes de sensibilité, de fiabilité et surtout de sécurité. Est-ce que c'est fait? Je crois qu'au Cameroun c'est fait. Est-ce que c'est fait ailleurs en Madagascar? Je crois que ça ne s'est pas fait en Madagascar. La troisième problématique qui est posée, ça concerne justement, nous avons eu à l'évoquer dans le cadre de cette tribune notamment, l'investissement dans le système de santé. C'est ça qu'il s'agit globalement. Parce que lorsque vous n'investissez pas de manière globale dans le système de santé, ça porte à polémique, comme c'est le cas actuellement, du moins pour ce qui concerne le Covid Organique, oui. Absolument. Pour revenir sur les trois cas que j'ai évoqués, je voudrais dire une chose. La première, il est important que dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre le Covid-19, que les politiques prennent un peu de recul et qu'on laisse parler les spécialistes de santé. J'ai eu à le dire également dans le cadre de cette tribune parce que, en fait, comme tout à l'heure là, il a indiqué le grand frère Tachinda, le politique fixe le cap, du moins ce qu'il a besoin de faire par rapport à ces populations. Maintenant, il crée autour de lui des techniciens pour apporter les réponses. Et de ce point de vue, lorsqu'il s'agit par exemple de s'adresser aux populations pour ce qui concerne par exemple, n'est-ce pas, des problèmes de santé, ce sont des spécialistes de santé qui doivent le faire et non les politiques. Très souvent, on voudrait amener le politique à s'intéresser de tout et de n'importe quoi. C'est ça qu'il s'agit. Pour revenir au Covid organique, je pense que dans sa première prise de parole, le président Malgal avait indiqué qu'il s'agissait à la fois d'un produit préventif et curatif. Et curatif, ça pose problème. Et celui qui précise qu'il s'agit d'une tisane. Une tisane ne peut pas être à la fois préventive et curatif. Ça pose un problème. Au niveau, n'est-ce pas, du calibrage. On peut également oublier que certains Camerounais commencent déjà à importer d'ailleurs le produit, enfin. Absolument, tout à fait. Donc, je pense que de ce point de vue, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore ni de vaccin, ni de traitement approprié contre le Covid-19. Parce que les recherches sont en cours. Il y en a qui essaient plusieurs protocoles de traitement. Il y en a qui utilisent l'hydroxychloroquine avec la récipromycine. Des autres utilisent pratiquement le paracétamol avec la chloroquine. Ça dépend. Donc, et puis, il faut savoir que dans le contexte africain, il s'agit d'un virus qui mute. Donc, ça veut donc dire que le même virus qui fait des effets du côté de l'Italie n'est pas pratiquement le même du côté de la Tanzanie et encore que du côté du Burundi. Ça c'est important le président. Donc chaque pays doit pouvoir adapter la réponse et le président Malgal a dit qu'il s'agit d'une tisane qui a été conçue pour apporter une réponse par rapport aux populations de Madagascar. Ça ne concerne pas tout le monde. Maintenant, pour revenir fondamentalement à votre question, je voudrais dire ceci. Je crois qu'au risque de me répéter, il est fondamental qu'aujourd'hui, que nous tirions des leçons, que l'Afrique tire des leçons. D'abord, parce que moi, ça me pose un problème, déjà de comprendre que sur le continent africain, du moins dans le précaré français, il n'y a pas une solution globale. C'est-à-dire pour qu'on puisse vraiment nous affranchir de la tutelle de l'Hexagone. Moi, ça me pose un problème parce que est-ce que après ce fameux le jour d'après, c'est-à-dire après la pandémie, si jamais il y aura une fin un jour d'après d'ailleurs, si jamais il y aura un jour d'après, quelle serait la posture de l'Afrique? Est-ce que nous allons continuer à aller faire la manche au FMI, à la Banque mondiale, à la France, à la manche est déjà faite, il ne faut pas l'oublier. Non, ça pose un problème. Quelles sont les politiques? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de désarroi que la plupart
des États africains continuent de penser que la réponse doit venir d'ailleurs que sur le continent africain. C'est une grosse erreur. Nous avons, vous l'avez d'ailleurs indiqué tout à l'heure dans la revue de la presse de votre confrère, nous avons des compatriotes africains qui sont utilisés, qui sauvent les vies de l'autre côté. Mais ces compatriotes doivent venir de ce côté. Pour sauver des vies. d'ailleurs des Vénétiens qui sont justement, ça pose donc un problème de politique. Ça pose fondamentalement un problème de politique et surtout d'élite. Parce que si vous avez une mauvaise élite, vous avez une mauvaise politique. Si vous n'avez pas d'élite, vous n'avez pas de bonne politique. Donc, je pense que fondamentalement, nous avons sur ce plateau des hommes politiques. Je pense qu'il va falloir qu'ils réfléchissent dans ce sens. Président Madakani, on va justement poser la question. On ne peut pas quand même demander à quelqu'un justement qui a créé son médicament de s'injecter le virus et puis pour après justement de prendre encore son médicament pour boire, pour montrer au monde entier. Bon, ok, mon médicament soigne quand il y a des malades. Non, c'est une formule. C'est une formule, c'est un exercice de langage qui signifie quelque chose qui est clair. Oui. Si vous croyez à un médicament, vous le buvez. Ouais. Nous avons vu le président boire sa tisane. C'est même ça. C'est même ça qui a été un grand facteur. Qui a déclenché justement cette envie de... Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse une polémique là où ça n'existe pas. Sur le cas malgache, il n'y a pas de débat. Oui. Je dis que nous avons pris des positions publiques. Dès le début, nous étions les premiers. Vous allez suffire que vous allez voir ma publication par rapport à la... Vous le dites sur ce plateau, voilà. Vous avez pris position dans la part. On a soutenu toute cette démarche. Mais écoutez, on ne peut pas jouer. Le problème il est parti. Lorsque vous passez de la prévention à la curation, et maintenant ça devient une injection en 2 jours, ne demandez pas, mais écoutez, ça ne va plus. Et on a le droit de vous interpeller. C'est tout ce que nous avons fait pour le président. Pour le reste, vraiment, je dis, il y a même des choses que je ne voudrais pas soulever maintenant. L'avenir nous dira. Et les gens vont comprendre qu'il ne faut pas s'aventurer très vite dans des questions comme ça. Un pouvoir, dans le cadre, n'est-ce pas, dans le contexte du précaré français, il faut faire très attention avec les types de pouvoirs auxquels nous avons à faire face. Surtout les nouvelles générations d'hommes politiques du précaré français. Il faut faire très attention. C'est ça. C'est même ça le problème. Moi, je ne veux pas pour l'instant vous dire... Je n'ai pas envie de faire la typologie même du nouveau, c'est-à-dire la typologie politique du nouveau président malgache. Vous voulez qu'on parle de ça? C'est ça. Ben, vous allez fuir sur ce plateau. C'est ça. Vous voulez qu'on parle de ses relations avec la France? Avec la France. Avec M. Macron? Avec le groupe Bolloré? Avec M. Bolloré? Avec Sarkozy? Non, pour l'instant, on va dire que non, on veut... Laissons les choses passer, les gens vont voir. Donc, malgré tout ça, nous avons pris de la hauteur, on a dit non, ça, il y a un problème ponctuel là. Ce qu'il a fait là, ça va dans le bon sens. Une approche africaine, d'urgence, on a soutenu. Mais après, quand ça revient du charlatanisme, nous interpellons le président, monsieur le président. Non, reste dans la tisane. Reste dans la prévention. Maintenant, si ça va aller au niveau de la curation et des vaccins, donne-nous un protocole. C'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas autre chose. Et il y a des scientifiques à Madagascar qui peuvent le faire. Il y en a, moi j'en connais. Ouais. Et ces scientifiques ne demandent que ça. Et ils sont des scientifiques de l'État. Ce ne sont pas des privés. Ils travaillent pour l'État. Mais quel est ce président qui ne peut pas s'appuyer sur ces scientifiques de l'État? Il y a un problème. Et tout à l'heure, comme il disait qu'elle m'a vu en privé, je lui ai dit que moi j'ai un problème avec cette affaire. Le président peut lancer un produit en temps d'urgence. Je peux comprendre ça. Mais il ne peut pas être le défenseur de ce produit. Il n'est pas médecin. Deuxièmement, il y a un problème, c'est que le gars même qui est à l'origine de ce protocole, Jérôme Mouyangui, pourquoi vous l'avez écarté? C'est ça le problème. Quelle est la raison de son écartement? Je veux comprendre. Pourquoi on l'a écarté? Pourquoi on ne parle plus de lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Son protocole originel avait-il un problème? Si oui, quel est ce problème? Pourquoi on l'a écarté? Pourquoi? C'est le président qui a créé ce produit lui-même? C'est lui qui a l'origine du protocole? Non. Il ne serait pas le président. Il me semble que l'éthique même, la déontologie du protocole en matière médicale, c'est de dire que, bon, ok, voilà celui qui a l'origine de ce produit. On est à ce niveau et nous on le parraine. Parce que nous croyons à ce qu'il a fait. Et il y a tous ces manquements-là qui ne peuvent pas laisser indifférents des gens sérieux. Sinon nous devenons tous des charlatans en Afrique. Moi je ne peux pas entrer dans ce jeu. Mais je le répète, nous avons défendu ce produit. Et tant que ça continue à rester une tisane, tout ce que vous voulez,
il aura notre soutien. Justement, à propos de Jérôme Bouyanké, jusqu'à preuve du contraire, on n'entend plus parler de lui depuis un certain temps. L'autre jour, même son président Tshisekedi nous fait savoir qu'il a fait venir d'ailleurs dans ce pays. Mais après coup, parce qu'avant que ce monsieur n'ait à Madagascar, il s'est adressé à son président, ils l'ont pas reçu. Ils l'ont pas reçu. C'est pour ça qu'il s'est tourné à Madagascar. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Moi, j'ai vu le président Tshisekedi faire des vidéoconférences avec le président malgache sur la question, alors que son compatriote était à l'origine, était à l'origine du protocole. Il y a un problème. Bon, maintenant, s'il peut se rattraper, il n'est jamais tard pour bien faire. Quand on a dit ça, moi, je vais soulever le débat de fond maintenant. Je laisse la question Madagascar. Alors, je vous écoute, président. Je ne veux pas revenir sur les enjeux financiers même du traitement de Covid, y compris à Madagascar. Bertrand voudra faire la géoéconomie du pays qu'on appelle Madagascar. Madagascar, c'est la guerre entre les grandes familles historiques et les intérêts français de manière fondamentale. Madagascar est divisé en fiefs géoéconomiques que se partagent certaines grandes familles, depuis les Mérina en passant par tout ce que vous pouvez imaginer, et les intérêts français. Le président malgache actuel, c'est quelqu'un qui vient, comme on dit, de nulle part. Et nous l'avons aimé pour ça, c'est un DJ, de manière austère. Donc il vient de nulle part. Vous voyez que pour s'imposer dans cette jungle politique malgache, il lui faut des moyens financiers, qui soient à la hauteur de ses concurrents. Et les Occidentaux savent manipuler ça très bien, pour jouer de ce que Oumyaba appelait les oppositions africaines entre les groupes d'intérêt et arbitrer au-dessus. Et il y a des grands enjeux sur la question à Madagascar à l'heure où on parle. Il y a des grands enjeux là-dessus. Je dis bien des grands enjeux. Si mon produit se positionne sur le marché à Madagascar, je deviens multimilliardaire. C'est tout. Est-ce que ça explique l'engagement du président à devenir le grand vendeur de son produit? Je pose seulement une question. Je n'ai pas dit que c'est ça. Je pose seulement la question. Et il faut réfléchir. Donc, sur le plan global, la question du Covid, les gens s'amusent. C'est-à-dire, c'est la plus grande guerre qu'on ait déclarée à l'humanité en général et à l'Afrique en particulier. Tout le monde sait. Et c'est quand même terrible qu'il y ait un silence à ce niveau, au niveau de toute la classe politique africaine, et les intellectuels africains, et même des leaders moraux. Tous les leaders religieux moraux se taisent. Tout le monde sait que le projet qu'il y a derrière, c'est qu'on veut imposer un gouvernement mondial en se basant sur la carte d'identité numérique. Tout le monde le sait. On veut pucer les gens. C'est ça l'enjeu fondamental du Covid. D'ailleurs même, quelle est cette maladie qui s'appelle en français carte d'identité numérique? Parce que Covid, en anglais, c'est ce que ça veut dire. Opération mondiale d'identification numérique de tous les habitants du monde. C'est une maladie, ça. C'est une maladie, ça. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que donne le droit à une poignée d'individus, des malades mentaux, de décider de nous pucer? C'est-à-dire de mettre dans nous, dans notre corps, une puce qui ferait de nous des zombies. Mais c'est là qu'il s'agit. Depuis que le monde c'est la première fois qu'on voit ça, et à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que le genre humain est pris en otage par des malades mentaux qui ont décidé de nous transformer en tout, de nous déshumaniser. Mais très peu de gens parlent de ça. Les gens ne sont pas au front pour ça. Mais c'est ça le problème fondamental. Et c'est le grand enjeu, j'ai appelé ça le grand enjeu géopolitique. En plus, quand vous voyez le document de l'Union européenne, pourquoi on fait comme si on ne voit pas? L'Union européenne a démontré dès le début du Covid que ce n'était pas une maladie normale, que c'était une maladie géopolitique. L'Union européenne a fait un document pour dire nous allons renverser les présidents de l'Afrique centrale. Nous allons les remplacer par des interlocuteurs qui nous sont favorables. C'est un document diplomatique. Personne n'en parle. Nous avons mis ça sur la place publique. Mais pourquoi personne n'en parle? C'est écrit, c'est le projet. Et dans la mise en œuvre de ce projet, l'Institut Pasteur, c'est un bras, c'est un levier extrêmement important. Extrêmement important. Qui ne sait pas que depuis 50 ans, la politique de sécurité américaine a pour base la dépopulation du tiers-monde. Kissinger l'a dit ouvertement en 1974 et ça a été adopté comme ligne directrice de la démarche sécuritaire des États-Unis. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Mais de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que des États ont pour démarche, maintenant les États-Unis l'ont fait, toute l'Union européenne, les hommes politiques français, occidentaux le disent tous les jours dans les médias. Les Africains sont trop nombreux, ils accouchent trop, c'est un danger pour le monde. Ils le disent tous les jours. Qui ne connaît pas le projet de Bill Gates? Ce détraqué mental là. C'est incroyable. Qui ne connaît pas son projet?
Qui ne connaît pas qui est Bill Gates? Qui ne connaît pas les relations entre Macron et Bill Gates? L'autre jour, dans ces 3 derniers discours sur le Covid, ce fameux partenariat qu'il a lancé, n'est-ce pas, avec le Gavi, avec le CEPRI, tous ces structures qui sont tous appartiennent à Bill Gates. Mais M. Macron, son projet est clair. M. Macron juste a suivi. Ce n'est pas seulement le fait qu'il risque d'aller en prison en France, mais c'est que ceux que l'on placé lui disent, les résultats, on les attend. On t'a placé pour un but, on attend les résultats, sinon tu vas aller en prison. On te lâche. Macron donne les résultats à Bill Gates, à l'OMS, c'est pareil. Les groupes pharmaceutiques et aux Illuminatis, ce n'est pas une théorie de complot. Si quelqu'un veut faire un débat avec moi sur les Illuminatis, on vient s'asseoir ici. Je lui demande qu'on n'est pas dans un complot. Nous avons les documents. Nous nous sommes renseignés, on travaille pour ça. Mais ces gens ont un projet qui est clair, mes chers amis. Développer le continent africain. Qui ne sait pas ça? C'est ça l'enjeu du Covid. Il faut rapidement à M. Macron des morts du Covid. Bien sûr. Et il faut que vous ayez suffisamment une population moyenne suffisante en Afrique qu'on va tester. Parce que dès que vous admettez les tests et que vous n'avez aucun contrôle sur ces tests, c'est fini. Vous êtes tous Covidés. C'est ça l'enjeu. C'est pour ça que non seulement nous avons lancé un appel aux Africains de faire la guerre au vaccin là. Moi j'assume ce que je suis un homme politique. Tu m'as interpellé comme politique. Cette position, je l'ai prise depuis. ONMP, on l'a prise depuis très longtemps. Moi, j'étais malin très loin. Je vais me parler comme au quartier. J'ai dit, je vais limer ma machette chez moi. Non, je l'ai dit dans un plateau. Moi, j'assume. Pour dire à quel niveau on se trouve. Mais maintenant, c'est plus seulement au niveau des vaccins. Les tests. Qui veut nous tester? Qui a le droit de me tester? Le principe de précaution qui est tant vanté dans les pays occidentaux comme un droit de l'homme. Pourquoi me l'interdire à moi de l'exercer quand ça concerne des bêtises comme ça? J'ai le droit de refuser un test quand je n'ai pas confiance. Et nous n'avons aucune confiance dans les tests qui nous viennent de l'étranger pour l'instant. Donc c'est sérieux et c'est grave. Et ces gens ont des moyens de pression extraordinaires pour voyager, pour faire les transactions bancaires d'un certain niveau, même pour aller à l'école, bientôt même pour aller dans les magasins, pour être embauché dans une entreprise, on te demanderait d'être testé d'ailleurs. Il faut préciser d'ailleurs que le Times aujourd'hui du côté de la Grande-Bretagne précisé que toutes les personnes qui vont devoir travailler à partir de ce lundi justement vont être testées justement et toutes les personnes qui seront à la maison seront également testées. C'est d'ailleurs le Times qui le dit. Il faut bien comprendre les enjeux. Tout à l'heure on parle de l'OMS. J'ai dit depuis que c'est une organisation de criminels. J'ai dit que c'est dans un monde sérieux, les populations mondiales, c'est-à-dire qu'elle a détruit son siège où ce siège se trouve. Je l'ai dit depuis tout à l'heure. Justement, la grande question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les populations restent justement. C'est une organisation criminelle. Parce que l'OMS est au service de ce projet illuminatiste à fond. C'est établi à fond. Donc les chiffres, le pire qu'ils convoquent pour l'Afrique, ce n'est pas un jeu. Il y a un plan pour imposer le pire en Afrique. C'est un plan bien planifié. Ils ne reculent pas dans leur démarche. Donc on n'est pas dans un jeu. Donc aujourd'hui, on est là à une frontière. C'est la nouvelle frontière de la politique dans l'avenir en Afrique. C'est-à-dire les chefs d'État et le gouvernement qui ne vont pas clairement se démarquer dans cette affaire, auront en face de des populations très, très, très déterminées. Je dis tous les gouvernements, en commençant par celui du Cameroun. S'il n'y a pas une clarification par rapport à la position de nos États vis-à-vis de cet enjeu criminel, mais les populations vont se défendre. Et on pourra pour les opposer une quelconque raison, responsabilité, elles vont se défendre. Moi, je ne peux pas accepter que mes enfants soient vaccinés, soient testés. Je ne peux pas l'accepter, moi, Bandakani. C'est encore, on me démontre que le test là est validé par mon État, c'est-à-dire par l'État du Cameroun, sur la base de ce qui défend ma santé, il défend l'intérêt de mon pays, et il est clairement en position de refus de ce projet, comme vous nous opposez. Il y a des enjeux démocratiques et éthiques. Allons-y rapidement, parce que le temps commence à nous... Monsieur Ngos. Oui, allons-y. On vous a longtemps dit que Hitler était le diable en personne. On nous a dit ça, j'allais toujours le dire. Et que le mal sur la terre n'a été incarné par une personne qu'on appelle Hitler. Il est le plus grand des méchants. Le projet de puce, là, c'est quoi? C'est pas du nazisme, ça? À l'état pur? Mais c'était ça le projet. Attends, il a parlé de quoi? De la race pure. Quel est le projet de Bill Gates et les autres? Mais une race pure. Débarrasser des Africains, des saletés africains, des gens inaptes, des personnes incapables de préciser. Mais bien sûr, parce que 90% des Noirs, il faut purifier l'humanité. 90% des personnes qui meurent aux États-Unis de Covid-19 sont des Noirs. Il faut purifier l'humanité d'ici plus sale et nauséabond, n'est-ce pas? Démographique. Et c'est qui le premier? C'est pas l'Afrique. C'est ça le nazi.
On est là dans un programme de génocide universel. On est dans un programme d'épulation mondiale en plein 21e siècle. C'est-à-dire que les gens pratiquent du nazisme devant vous et ils vont passer le temps à vous dire que Hitler était un démon. Hitler était un nazi. Ouais, mais c'est ça le projet des nazis. Et on ne comprend pas ça, mon cher ami. Si on ne met pas sur la table la vieille question de la domination mondiale qui oppose d'un côté. Et là, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de colonisation globale. C'est-à-dire les colonisations passées n'étaient pas globales. Maintenant, on est en face, on a fait un projet de colonisation globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une classe de type universel. Oui. C'est une classe sociopolitique de type universel. Ça n'appartient pas à un pays universel qui a décidé d'imposer sa suprématie sur toute la terre et sur chaque homme sur la terre en vous zombifiant. C'est un projet luciférien, incarné par des enfants de Lucifer. Les Bill Gates, les Rothschild, les Rockefeller, tous ces gens, tous ces lobbies-là. C'est une classe universelle qui désormais a décidé de coloniser le monde de façon globale. C'est cela qu'il s'agit. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et est-ce que nous sommes préparés à ça? Justement, c'est la grande interrogation. Est-ce que les Africains sont préparés à ça, Dr Yamtimba? Puisqu'à un moment donné, on a l'impression aujourd'hui que l'Afrique et le monde entier est pris en otage par, il faut le dire, une minorité. Je crois que l'Afrique est beaucoup plus préparée qu'on ne le croit. Et prête à résister, bien éveillée, consciente des enjeux, beaucoup plus qu'on l'imagine. Mais c'est pour cette raison que les gens répètent un certain nombre de choses à longueur de journée pour s'assurer d'influencer les Africains. Et je vais vous rappeler, je vais vous demander à vous-même sur ce plateau de parler moins du précaré français. Il n'existe plus. Il existe dans la vision de domination de ceux qui pensent qu'ils ont toujours un précaré en Afrique. Ils n'en ont plus. Oui. Et je crois que ce précaré existe avec les chefs d'État qui y consentent ou les hauts cadres qui y consentent, mais avec le peuple. Allez dans la rue là, vous parlez de précaré français, ils vous diront non, ça n'existe pas ce truc-là, on n'en fait pas partie. Il n'y a pas de précaré. Mais à force de le répéter tous les jours, les gens vont finir par croire qu'il y en a un. Et c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe avec ce... Au début, tout le monde parlait très bien de la maladie à coronavirus. Et depuis quelque temps, il y a eu une mutation. On ne parle plus que du Covid-19. Et nous savons tous ce que veut dire Covid-19. Et à force de le répéter tous les jours, les gens vont finir par accepter ce mot et accepter tout ce que cela implique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont... La machine à enrayer, ça ne réussira pas. Je vais vous expliquer ce que je pense, ce que je crois. Les raisons pour lesquelles je crois que ça ne réussira pas. Vous ne pensez pas, vous avez raison, docteur. Ça ne réussira pas parce que la première chose, c'est, comme toujours, l'Occident ne connaît pas l'Afrique. C'est quelque chose qui m'intrigue, mais chaque fois que j'entends les Occidentaux parler de l'Afrique, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent les chefs d'État africains, ils connaissent les cadres africains, mais ils ne connaissent pas l'Afrique profonde. Ils ont fait des études d'ethnologie, d'anthropologie en Afrique pendant longtemps, mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Et ils croient que l'Afrique est l'Afrique de leurs livres. Ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique du quotidien, ils n'arrivent pas à la maîtriser. Pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, ce fameux Covid-19 a du mal à pénétrer l'Afrique et qu'ils sont obligés d'utiliser toute leur puissance médiatique pour faire peur aux Africains? L'OMS s'y est mise. Quand Bertrand Satinda parlait de l'OMS et de FAO et tout le reste, non. C'est un système qu'on appelle le système des Nations Unies. C'est l'ONU. L'OMS et autres ne sont que des démembrements de ce système. Et je suis d'accord avec vous. Pourquoi est-ce que l'OMS n'a jamais dit qu'il y a des problèmes par rapport aux OGM? Il parlait du principe de précaution tout à l'heure. Le principe de précaution. J'ai été secrétaire général de la Société camerounaise de bioéthique et l'une des choses que je constate de façon curieuse, c'est que malheureusement, le principe de précaution qui est au cœur de la médecine et de la bioéthique, malheureusement, semble être quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça ne marchera pas, ce projet dont on parle de plus en plus. D'abord parce que si vous n'avez pas créé le monde, vous ne pouvez pas posséder le monde, le modifier à votre guise. Bravo. Et le problème de l'Occident, c'est de croire que le monde a été créé. La solution des Africains, c'est de croire que le monde n'a pas été créé, il a évolué. Nous ne sommes pas... si vous dites, il y a un Dieu qui a créé le monde, vous mettez tout, c'est votre tête qui crée un Dieu et qui en fait le créateur du monde. Les Africains ne réfléchissent pas comme ça. En Afrique, il y a eu un certain nombre de phénomènes et d'événements qui ont évolué et qui ont donné le monde actuel. Donc, vous n'êtes pas... Il n'y a pas quelqu'un qui possède, si vous voulez,
qui possède des droits d'auteur du monde, lesquels droits d'auteur lui donneraient donc le droit de modifier tout ce qu'il veut. Ce n'est pas le programme, ce n'est pas Microsoft Office que vous avez développé et puis vous pouvez créer, modifier tout ce que vous voulez et on a différentes versions. Vous n'avez pas créé le monde ne vous appartient pas, vous n'en ferez pas ce que vous voulez. Les Allemands étaient, les nazis, pas les Allemands, les nazis étaient persuadés que leur programme marcherait. Mais il n'a pas marché, pourquoi? Parce que vous avez des déterminants à la fois spirituels et d'autres qui sont des déterminants anthropologiques que vous ne pouvez pas posséder totalement à un moment donné dans l'histoire. Du coup, la machine va s'enrayer. Quand vous prenez les peuples comme les peuples d'Afrique, que vous voulez mettre en boîte une nouvelle fois, sous une autre forme, pourquoi vous ne les mettrez pas en boîte? Eh bien parce que l'Afrique d'hier, le problème que l'Afrique d'hier avait, c'est qu'elle ne vous connaissait pas. Aujourd'hui, elle vous connaît. Vous avez des fils d'Afrique qui ont étudié avec vous, qui ont lu vos livres, qui ont vécu parmi vous, qui ont compris comment vous réfléchissez et qui aujourd'hui savent quels sont les points qui ont identifié les points de faiblesse que vous avez et qui peuvent donc répondre aux différents risques que vous représentez du fait de l'expertise qu'ils ont développée. Il n'y a aucune raison de croire que ça marchera. Le seul problème que l'Afrique a aujourd'hui, ou les seuls 2 ou 3 problèmes que l'Afrique aura, les voici. Le premier et le plus grave, qui peut résoudre tous les autres problèmes, c'est qui dirige l'Afrique. Si les gens qui dirigent l'Afrique continuent à être des personnes qui n'ont pas toujours la capacité de dire non, on aura de sérieux problèmes. Il n'y a pas d'autre expression, il n'y a pas d'expression plus forte, plus affirmée de la liberté que de dire non. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui disent non. Mais je crois qu'il y a des leaders africains qui disent non. Et qui expliquent pourquoi ils disent non, surtout. Ils ne disent pas non pour leur tête, ils disent non pour l'humanité. Et c'est ça la différence avec les autres. C'est qu'en Afrique, quand on dit non, on ne dit pas non simplement de façon égoïste, on dit non pour l'humanité. La deuxième chose, il faudrait que les Africains clarifient leur relation avec la Chine, l'Inde, la Russie. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. Pourquoi je cite ces 3 pays? C'est parce que c'est aujourd'hui les 2 premiers, ce sont les pays les plus peuplés du monde. Et l'un de ces pays est la plus grande économie du monde actuellement. Et je cite la Russie parce que c'est le contrepoids en termes de puissance militaire à l'Occident. Le plus important aujourd'hui. Il faut que l'Afrique clarifie ses relations avec ces 3 pays et sache exactement ce qu'il a à faire, ce qu'elle a à faire. Parce que nous sommes dans une polémique interminable avec l'Occident, alors que nous devrons être dans une attitude de construction de l'Afrique. Face aux menaces ou face à toute l'attitude néocoloniale, aux assauts impérialistes de l'Occident qui n'attend qu'une seule chose, c'est que l'Afrique continue d'exister, mais sans les Africains. Il faut savoir que bien avant les Kissinger, c'est ce que les Africains leur disaient. L'Afrique, elle est belle, simplement sans les Africains. Et tout ce qui est dit dans la Bible, la représentation du paradis qu'il y a dans la Bible des Occidentaux, parce que les gens pensent que les autres réfléchissent sur une base totalement scientifique. Les gens réfléchissent sur une base totalement arbitraire et irrationnelle. Mais ils vont quand même faire dire à un de vos frères que l'émotion est nègre. Alors, totalement irrationnelle qu'est la Bible. Toute la représentation du paradis qu'il y a dans leur Bible, qui est leur livre fondamental, c'est l'Afrique. Tout est vert, les eaux qui coulent, les rivières, les machins. C'est ça la représentation de l'Afrique par rapport à des gens qui vivent dans un désert. Donc le paradis pour eux c'est ici et ça dure 2000 ans aujourd'hui, ils se rêvent. Et ils sont sur le point de réussir grâce à la technologie. Et malheureusement, il y a le dernier élément qui va certainement aider l'Afrique à faire barrage à tout cela et à sauver non pas seulement l'Afrique mais l'humanité tout entière. Nous avons contribué sérieusement lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il ne s'agit pas de la guerre mondiale qui se livre ailleurs. Il s'agit de la guerre qui nous est livrée chez nous. Lorsque nous aurons clarifié la question de qui doit diriger en Afrique, la question de nos relations avec l'Inde, la Chine, la Russie, il restera la 3e question. De quelle Afrique avons-nous besoin? Est-ce que la zone de libre-échange continentale, ça va rester un vœu pieux? Mais pourquoi vous faites une zone de libre-échange là où vous aurez dû avoir un projet plus ambitieux des États-Unis d'Afrique?
Parce qu'une zone de libre-échange continentale Est-ce que reste... ça marche même d'ailleurs, hein, Dr Yam? Zone de libre-échange. C'est un projet. Non, Continental. je parle de toute façon, à ce Est-ce que ça stade, marche même au d'ailleurs? stade d'aujourd'hui, non, au stade d'aujourd'hui, Oui. c'est un projet qui est en train d'être mis en place. Donc, on ne va pas juger de ça marche ou ça marche pas pour le moment. Il s'agit d'un projet, mais je pense qu'on aurait pu être plus ambitieux. Le Oui. problème, vous avez énormément d'ego. Vous avez trop d'ego, vous avez trop de compromissions avec des intérêts étrangers, qui fait que lorsque vous avez un jeune leader comme Julius Malema qui dit « Mais je ne comprends pas pour quelle raison on tape des Nigériens en Afrique du Sud alors qu'ils sont africains. Moi, je ne comprends pas. Ils devraient être où? Ils devraient être en Suède ou en Afrique du Sud. Ici, ils sont chez eux. Lorsque vous avez des gens qui en appellent aux États-Unis d'Afrique, un peu partout en Afrique, ce n'est pas un jeu. Intuitivement, les gens ressentent qu'il y a quelque chose... Qu'il faut faire. Non, même pas seulement qu'il faut faire. Qu'il y a quelque chose dont on pourra être protégé si on fait ce qu'il faut faire, à savoir créer les États-Unis d'Afrique. Je prends simplement le cas de la CEAC. Si vous prenez les 10 États de la CEAC et que vous les mettez en place, c'est-à-dire vous allez du Burundi au Cameroun, du Tchad en Angola, en passant par la RDC et les autres États, tout de suite, vous pouvez mettre fin au génocide qui est en RDC. Vous pouvez mettre fin à tous les problèmes qu'il y a au Cameroun. Vous pouvez mettre fin aux guerres qu'il y a en RCA ou aux risques de guerre qu'il y a au Tchad, etc. Pourquoi? Parce que vous avez un grand espace qui aura près de 300 millions d'habitants. Et quand vous avez un grand espace qui a près de 300 millions, ça représente des enjeux énormes. Non seulement cette zone est un scandale géologique et minier, c'est un grand couloir énergétique, c'est en même temps le deuxième poumon de la planète. Et troisièmement, vous avez une population de moins de 25 ans qui représente 70% de la population. Aujourd'hui, les enjeux industriels et commerciaux au niveau mondial sont tels qu'on sait que 70% de la production mondiale est consommée par des jeunes de moins de 35 ans. Oui. Ce qui veut dire que celui qui a une population de 70%, qui a 70% de sa population ayant moins de 25 ans, a une capacité de consommation qui est extraordinaire. Du coup, ce genre d'espace que vous pouvez créer vous n'aurez plus, les gens ne s'attaqueront plus facilement à vous, mais ils viendront vous supplier. Et là, vous avez besoin de vrais patriotes, de vrais nationalistes pour diriger. Et vous avez besoin de partenaires sérieux au niveau international pour vous assurer que vous pouvez, avec ces partenaires, s'ils y croient, si eux-mêmes ne sont pas des prédateurs potentiels ou en acte, vous aurez là en fait un barrage beaucoup plus fort au niveau international contre une certaine façon de voir le monde. Il faut savoir que le problème du gouvernement mondial occidental, c'est leur dernier livre de leur Bible. Justement. C'est le dernier livre de leur Bible. L'Apocalypse. Et donc, en réalité, ces gens-là, je vois les gens aller à la messe tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi ils y vont. Parce qu'ils lisent une chose, ils ne comprennent pas ce ils comprennent pas ce qui est en jeu. Non, là, donc, la guerre, je conclus par cette phrase. Rapidement, parce que le temps nous est parti. On a tellement plus le temps. Cette guerre dont vous parlez, on a pris tellement. cette guerre dont vous parlez est une guerre sérieuse et réelle qui existe, qui est en train d'être faite. Et le problème du Covid organique de Madagascar n'est pas tant que c'est un faux médicament ou un bon médicament où il a été testé, n'a pas été testé. Le problème de Madagascar est un problème qu'évoquait le sociologue Jean-Marc Hélène en 1994. La question de l'initiative historique. Parce que l'impérialisme réussit là où vous n'avez pas d'initiative historique. Oui. Grâce à ce que Madagascar fait, en réalité, c'est une annonce de la reprise historique de l'initiative historique par l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut est justement un gros danger aujourd'hui. Rapidement, Badakali, en quelques secondes, parce que le temps nous est parti. Il n'y a plus 5 minutes, il n'y a que plus 5 minutes pour l'émission. Vous allez vite. Le docteur Yam nous a... Parce que là, il y a deux personnes qui veulent parler. Il nous a interpellés fortement. Parce que je vais répondre très rapidement. D'abord, Dieu est né en Afrique. C'est l'Afrique qui a été la première à conceptualiser Dieu. Oui. Le matérialisme philosophique, qu'on peut ressentir un peu dans ce qu'il a développé, est né en Afrique. L'idéalisme philosophique est né en Afrique. Donc le Dieu créateur a été conceptualisé pour la première fois par les Africains. Donc le blanc n'a appris l'histoire de Dieu à personne. Deuxièmement, moi, la Bible que moi j'utilise et que j'assume est le livre le plus détesté par l'élite occidentale. S'il y a les gens qui piétinent les principes bibliques, ce sont les Occidentaux.
Ça ne peut donc pas être leur livre. L'Apocalypse dénonce justement le projet des Illuminati. Il faut bien lire, quand tu le lis bien. Oui, justement. Il dénonce ça. Et dit comment détruire ça. Donc, ça ne peut pas être leur livre. C'est parce qu'ils se mettent derrière ça que c'est leur livre. Et Yam sait très bien que si on le montre l'histoire de cette affaire, ce n'est pas eux qui l'ont écrit. La question fondamentale... C'est mise en forme, au concile de Nicée. Non, monsieur, on ne va pas attendez. le débat. Non, il sait très bien. Je suis. Non, le concile de Nicée, c'est pas elle qui élabore la Bible. Il le sait. Voilà, c'est un vol qu'il a eu là-bas et tout. Donc, de manière... J'aime ce mot. Oui, ils ont volé quelque chose. Voilà. Non, c'est clair, tu le sais. Ils ont c'est la question géopolitique majeure qu'ils posent. C'est très important. Oui. Nos rapports avec la Chine, la Russie et l'Inde. Je veux dire quelque chose de très important que beaucoup d'Africains ne savent pas. La Chine, au niveau de ses grandes familles historiques, les anciennes dynasties chinoises, est en guerre contre l'Occident. Je dis en guerre. Tout à fait. Il faut le savoir. C'était une guerre terrible qui a pour base même la question de l'or qui a été volé avant les 2 guerres mondiales par les Illuminati et sanctuarisé par les Africains, non pas les Américains. Et c'est là où est né le système de Bretton Woods. Mais nous avons... La Chine est un partenaire géostratégique. Il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. La Russie, je ne vais pas y insister, elle a démontré très bien que sur le plan militaire, c'est le partenaire. Mais faites attention avec l'Inde, je vais dire pourquoi. La reine d'Angleterre a délocalisé les principales banques de la City en Inde aujourd'hui. Et l'Inde est en train de devenir... L'Angleterre veut refaire ce qu'elle a fait hier, une nouvelle colonisation de l'Inde, comme cheval de Troie, pour justement contrebalancer la Chine en tant qu'atelier du monde. C'est-à-dire la Chine a été l'atelier du monde pour le capital pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, les Occidentaux et le Covid, c'est ça. Ils disent tous souveraineté, parce qu'ils veulent faire la guerre à la Chine. Et l'Inde, je dis, peut être le cheval de Troie. Donc je voulais faire ces précisions pour que nous comprenions très bien... Dans quoi justement nous allons nous lancer dans les jours qui viennent. Messieurs, nous sortons justement de ces débats. Il fut d'ailleurs très fructueux, il faut le préciser d'ailleurs. Le problème est le suivant, c'est qu'il n'y a pas souvent assez de temps pour aller un peu plus loin justement dans les sujets. L'OMS et le lobbying pharmaceutique veulent freiner le Covid organique, mais ils n'y arriveront pas. Ça, ce sont les propos de Andry Rajoelina. L'OMS, les produits pharmaceutiques sont là. D'ailleurs, je suivais encore ce week-end où l'Union européenne expliquait que c'est un enjeu financier que l'industrie pharmaceutique n'a jamais pu avoir. Oui. Donc, vous comprenez donc qu'aujourd'hui, vous avez les Européens et les États-Unis qui sont... Donc, vous êtes d'accord avec les autres qui disent que c'est cette initiative, justement, qui a été arrachée par les Africains, qui fait problème aujourd'hui avec les Occidentaux. Oui, ça fait problème. Moi, je vais même plus loin. Mais ne soyez pas surpris en quelque sorte que même Madagascar, si Madagascar n'a pas de côte solide qui soit doublée sur le Covid organique. Eh oui. S'ils n'ont pas déjà été doublés. Si Sanofi vous prend le Covid organique et ajoute dessus Covid organique 2 et explique qu'ils ont le brevet dessus, et avec la puissance médiatique, la puissance politique et diplomatique, il est qui, M. Rajoelina? Il n'a que 4 ans de pouvoir. On attribue déjà le brevet à une Française. Et voilà. Donc on le vire du pouvoir. On le vire du pouvoir. On l'accuse d'avoir volé. Il faut donc interpeller la responsabilité du président malgache là-dessus. Voilà. Il se prononce tellement là-dessus. Et je vais plus loin. Je suis d'accord avec M. Timba. C'est qu'aujourd'hui, quand M. Macron, ça va en droite ligne, c'est-à-dire qu'en parallèle avec la question économique et avec les souverainetés économiques que nous devons avoir. Parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des pays africains ont en quête un taux de guérison au-dessus de 50%. Le Cameroun va même à 60%. Mais, donc, avait dit qu'il n'y a pas le feu, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez un taux de guérison de plus de 50%, vous avez en quelque sorte 30% qui sont guéris, et puis vous avez que 5% véritablement de cas relativement graves. Et comment est-ce que M. Macron peut lancer un appel au pays du G20 à aider l'Afrique? Et quand on a regardé véritablement à qui l'Afrique doit de l'argent, rien qu'à la Chine, c'est 365 milliards de dollars la dette africaine. Rien que la Chine a 45% de cette dette. Donc s'il y a un pays qui doit parler et dire aux Africains que véritablement, on peut faire un effort financier ou bien on peut négocier votre dette, c'est la Chine qui doit s'expliquer. La France, l'Afrique ne doit rien à la France. Je dis 365 milliards de dollars qui génèrent 45 milliards de dollars d'intérêt. La Chine à elle seule pèse 45% de cette somme. Deuxième des choses, j'ai fait un parallèle et j'ai constaté que tous les pays
qui ont une relation forte avec la Chine, ils commencent à avoir une relation forte avec la Chine, importent aussi les médecins chinois. Ça veut dire qu'il se met en place déjà des passerelles que l'Afrique peut utiliser. C'est-à-dire qu'entre l'Afrique et la Chine, pour avoir, comment je vais dire, une forme de domination sur le plan sanitaire. Parce qu'il est connu aujourd'hui que dans cette histoire-là, Xi Jinping apparaît comment je vais dire que la Chine est apparue après cette histoire de Covid comme une grande puissance sur le plan sanitaire. Elle va y développer, elle va y dérouler un hôpital et mettre un hôpital ayant des capacités prodigieuses en une semaine. La Chine a bâti un hôpital en une semaine et s'est lancée véritablement contre cette histoire. Donc vous voyez donc que avec une forme de coopération avec la Chine, véritablement, qui peut nous faire une couverture sur le plan diplomatique, parce que qui peut nous faire une couverture sur le plan économique, parce que c'est la Chine aujourd'hui qui peut étrangler l'Afrique sur le plan économique. L'Afrique peut même dire au FMI et la Banque mondiale que nous ne vous remboursons plus 5 francs. Si vous avez un partenariat fort avec la Russie et la Chine, l'Afrique peut se lever un matin et dire à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, on ne rend plus d'argent, c'est terminé, on ne rend plus 5 francs. Que fera la France? C'est la grande interrogation. Que fera les États-Unis? On y arrive. Donc vous voyez donc que cette histoire-là doit pouvoir permettre aux dirigeants africains, chacun ne pourra pas négocier cette histoire seul, à notre organisation panafricaine. J'ai pas envie de prononcer le nom parce que ça m'écoeure. Et vous avez toute la détestation que j'ai de son président Al-Sisi. Laissez-moi vraiment souffrir que ce monsieur soit président de l'Union africaine. Ça me fait vraiment mal. Le plus tôt il sera parti, le mieux je vais me porter. Vous voyez donc que cette organisation, et c'est lui qui ne veut porter les pareils dossiers, eh bien, monsieur Al-Sisi vous regarde, il en rigole. Il est un bon spectateur. Albert Anatola ici, vous avez compris comme les uns et les autres. Hein. On attribue finalement le Covid Organics à une Française. Et en ce moment-là, docteur Jérôme Mouyangui a été écarté, il faut le dire, du spectacle. Là, même le président malgache sera écarté. Tout à l'heure, dans ma première prise de parole, j'ai formellement indiqué que lorsque vous confiez la sécurité, votre sécurité à d'autres personnes, ça finit toujours très mal. Mais sauf que je ne sais pas relativement d'accord avec, sur un point, avec mes trois intervenants. Vous savez, l'attelage Chine, Russie et l'Inde, ce n'est pas un bon attelage, en tout cas, du moins à long terme pour l'Afrique. Communiste. Ça c'est pour moi, cet attelage, ce n'est pas un bon attelage. Au regard de ce que, notamment, la Chine et surtout la Russie font sur le continent africain. Parce que c'est pas parce qu'on cherche, on est en train de vouloir chercher, n'est-ce pas, un abri, qu'on va pouvoir croire qu'on sera véritablement en sécurité de ce côté. On va s'accrocher sur le serpent. Ça, c'est d'un des deux. Je pense que la solution est africaine. Parce que l'Afrique, lorsque les autres parlent de l'Afrique, pensent qu'il ne s'agit pas d'un continent, ils croient qu'il s'agit d'un pays, c'est un État. L'Afrique, c'est un continent. Il faut un leader. Je pense qu'il faut un leader qui est charismatique, qui a du courage. Muammar Kadhafi avait ce courage, il avait les moyens de le faire. Malheureusement, est-ce que vous avez sur le continent africain quelqu'un qui peut porter ce leadership? Je ne pense pas. Et puis, il faudra, à mon sens, ne pas oublier, n'est-ce pas, ce que j'ai l'habitude d'appeler la théorie du traite. C'est-à-dire que vous êtes d'accord, mais dans vos rangs, il y aura toujours quelqu'un qui va aller déconstruire. À contre-courant, justement, déconstruire le projet. Parce que nous avons connu cela par le passé. Ce n'est pas la première fois que les Africains se mettent dans la mouvance d'une révolution. Lorsqu'ils parlent de révolution, elle peut ne pas être populaire ou violente, mais il faut quand même déjà une déconstruction mentale, n'est-ce pas, du logiciel, n'est-ce pas, de la colonisation. Ça, c'est absolument. Donc, je pense qu'il faut absolument déjà régler cette question, c'est-à-dire cette question historique de la traîtrise. Maintenant, je vais chuter par le quatrième point, qui porte justement sur le Covid organique. L'émission est terminée d'ailleurs. Donc, question de dire une chose. Je crois que d'une manière fondamentale, il faut que lorsque nous faisons les découvertes, la première chose et la priorité, c'est pouvoir indiquer qui en est le découvreur et surtout protéger l'invention. C'est le problème que nous avons sur le continent africain. Je voudrais faire rapidement une digression. Il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent à Orange, ou bien qui travaillent à Orange, qui ont fait beaucoup d'inventions et ils ont été mis à la porte sans que leur droit ait été payé, encore moins leur brevet d'invention. De jeunes d'ailleurs, de jeunes informaticiens, il faut préciser. Donc je crois, à mon sens, que nous avons un problème d'élite. C'est ça qu'il s'agit. Je reviens sur le problème d'élite. L'élite politique s'entend surtout, et l'élite intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, nous avons au moins un professeur au mètre carré. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est quoi la plus-value?
Justement, c'est la grande Il faut les interrogation. envoyer aux organisations de défense des droits de Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Docteur Yam Tiba, je vous dis merci. Merci. Président Badakali, merci également d'avoir été là ce matin. Bertrand Tatina, merci également. Albert Anatole ici, merci. On va pu avoir tous nos invités ce matin. Le débat fut d'ailleurs très fructueux. Messieurs, je vous souhaite de passer une très belle semaine et surtout se revoir forcément demain après-demain. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Nivier ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bon début de semaine et surtout à demain.